OK, avant de commencer, du coup, pour un peu savoir de quoi est composée l'assistance, je ne sais pas, soit peut-être une personne peut répondre et si on connaît tout le monde. Tout le monde est célibataire, c'est ça? Sur le principe, il y a des personnes qui sont mariées, ou il y en a qui sont fiancées en fréquentation, ou pour rigoler, il y en a qui sont en attente d'un miracle. C'est quoi les statuts là? Donc, vous avez compris ma question ou... Euh, je dirais que la plupart sont en attente. Miracle, calmement. Ah, OK, bon, ceux Com- qui ne peuvent pas parler, vous pouvez aussi écrire sur le Composer, chat. composer de toutes les touches. Composer de toutes les touches, en tout cas. Mais Donc, pour l'instant, ceux qui célibataire, sont... fiancé, c'est ça. Il y a aussi les personnes fiancées, mais il n'y a pas de mariés. Non, non, pas pour le moment. Les mariés sont pas encore arrivés. D'accord, d'accord, OK. Non, c'est important aussi de savoir, comme ça me permet aussi d'affiner ce que je vais dire et même dans les exemples que je vais donner. OK, OK. Donc, du coup, on va commencer alors. Je vais vous passer euh, toutes les civilités à me présenter. Donc, je pense qu'il y a un prospectus. J'ai vu une affiche qui est passée là où on m'a présenté, donc je vais passer ça. Donc, on va aller directement vraiment droit au but. Donc, ça ne sert à rien que je me présente encore une fois de plus. Euh, donc, le sujet qu'on m'a demandé d'aborder aujourd'hui, c'est la communication dans le couple. Donc, comment communiquer avec son conjoint. Bon, je vais reprendre. Moi, juste une minute, s'il vous plaît. Voilà. Comment communiquer avec son conjoint, effectivement. Alors, d'entrée de jeu, le constat que j'ai fait, et je pense que vous partagez aussi ce même constat, c'est que la communication de manière générale, c'est quelque chose qui a toujours été challengeant. C'est-à-dire, euh, autant nous sommes tous des êtres humains, on vient de passer le cap des 8 milliards d'êtres humains. On a beau être, entre guillemets, de la même espèce, mais la communication entre les êtres humains a toujours été, je ne veux pas dire problématique, mais ça a toujours été très challengeant dans la mesure où on a beau parler le même langage, mais parfois on a l'impression qu'on ne s'entend pas ou qu'on ne se comprend pas. Et ça pourrait peut-être parfois être facile de dire, mais je parle français, tu parles français. Donc, voilà, si on se base uniquement sur la langue qu'on utilise, on se dirait, bah, vu que je parle français et que tu parles français, normalement, il ne doit pas avoir de souci. On est censé s'entendre, on est censé s'écouter. Mais comme je l'ai dit, la vérité, c'est que communiquer avec l'autre est complexe, communiquer avec l'autre est challengeant. Lorsqu'on essaye de réfléchir aussi en termes de proximité, donc peut-être, je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté aussi, parfois même, on a beaucoup plus du mal à communiquer avec nos proches, c'est-à-dire dans une famille, avec tes frères nucléaires, avec tes cousins, des personnes de la même famille, peut-être avec tes amis, avec ton cercle d'amis, avec tes frères et sœurs de l'église, et pour revenir sur le sujet avec ton conjoint aussi. Donc, pour dire que le fait que vous soyez proches, le fait qu'il y ait une proximité entre nous, ça n'enlève pas cette difficulté que j'ai évoquée dès le départ, c'est-à-dire la difficulté de communiquer entre les êtres humains. Donc, on a beau avoir le même langage, ça ne garantit pas qu'il y aura une meilleure communication. On a beau avoir une proximité affective, que ce soit fraternelle, que ce soit sentimentale dans le cadre du couple, que ce soit amicale. Donc, on a beau avoir cette proximité-là au niveau affectif, la communication n'en demeure pas moins un challenge. Et donc, la question maintenant qu'on peut se poser, là, je reste vraiment sur le cadre général un peu pour se placer le contexte, c'est, mais pourquoi est-ce que des personnes proches, pourquoi est-ce que des frères et sœurs dans une même fratrie, pourquoi est-ce que des personnes dans une même famille, pourquoi des personnes dans une même église, pourquoi un couple aussi
qui sont quand même censés, sur le principe, partager beaucoup de choses. Les frères et sœurs partagent beaucoup de choses, le couple partage beaucoup de choses. Donc, pourquoi est-ce que ces personnes-là, pourquoi est-ce que dans ce contexte-là, la communication qui est censée être fluide constitue une problématique ou est quelque chose qui peut être compliqué ou complexe? Pourquoi est-ce que c'est un exercice parfois difficile? Pourquoi est-ce que cet exercice-là est souvent voué à l'échec? Donc, c'est la question qu'on peut se poser. Hein. Donc, du coup, c'est la problématique que moi j'ai dégagée parce que je me suis dit, si on parle du couple, sur le principe, c'est deux personnes qui partagent plein de choses. Pourquoi est-ce que dans le cas du couple, on vient encore remettre la communication au centre des débats? Pourquoi est-ce que dans le cadre d'une relation entre hommes et femmes, on vient encore remettre la question de la communication? Donc, pendant le petit temps que je vais avoir avec vous, c'est un peu cette problématique-là que je vais répondre. Je vais essayer de répondre à cette problématique du comment est-ce qu'on communique ou comment est-ce qu'on peut communiquer efficacement dans le couple. Donc, pour rester toujours dans la phase introductive, je l'ai dit dès le départ, j'ai dit que la communication a toujours été quelque chose de difficile entre les êtres humains. On a beau être de la même espèce. On va aussi voir effectivement que même dans l'histoire de Dieu avec les hommes, dans la relation de Dieu avec nous, la communication aussi a toujours été quelque chose je ne vais pas dire de difficile, mais ça a toujours été aussi un défi pour Dieu lorsqu'il transmettait ses messages, un défi pour les hommes aussi lorsqu'ils recevaient ce message et lorsqu'il fallait transmettre ce message, lorsque je prends par exemple l'exemple des prophètes, lorsqu'il fallait transmettre au peuple. Donc, il y a toujours eu un défi donc, sur la manière dont Dieu communique, la manière dont Dieu communique son message et aussi les personnes en fait, qui reçoivent ce message-là et qui communiquent le message aussi aux autres. Et c'est pour cela qu'on connaît bien ce passage-là, donc dans Job, en parlant du langage de Dieu, qui nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, c'est dans Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, parler ici, c'est communiquer aussi. Donc, ça veut dire que Dieu nous communique parfois. Il communique avec nous. Il essaye de communiquer avec nous. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Dieu utilise beaucoup de canaux de communication. Dieu utilise différents canaux pour communiquer, pour avoir une communication fluide avec nous. Mais ici, dans Job, il nous est dit que c'est nous qui ne prenons point garde. Donc, ça veut dire qu'en tant que réceptacle, en tant que personne censée recevoir la communication que Dieu m'envoie, je ne réussis pas à bien capter ce qu'il veut dire. Et je pense que vous qui êtes là dans votre marche avec Dieu, vous avez aussi souvent été challengé au niveau de mais j'arrive pas bien à comprendre ce que Dieu veut pour moi. Je ne sais pas, voilà, peut-être je te pose une question par rapport à ton travail, par rapport à ton futur conjoint, par rapport à ton mariage, par rapport à un déménagement, par rapport à une question importante dans ta vie. Il y a toujours cette question de communication là. Dieu, il communique, Dieu, il veut communiquer avec toi, il veut communiquer avec moi, mais on s'en est toujours un peu bloqué en se disant, ah, je cherche vraiment à savoir ce que Dieu me dit, voilà, je ne sais pas trop, je n'arrive pas trop à comprendre où est-ce que Dieu veut que j'aille, qui est-ce qu'il veut que j'épouse, est-ce qu'il veut que j'aille est-ce qu'il veut que je fasse ce boulot-là. Donc, même dans notre rapport avec Dieu, notre Créateur, la communication a toujours été au centre de notre relation. La communication a toujours été au centre de nos échanges avec Dieu qui est notre Dieu qui est notre créateur. Donc, communication, gros défi, gros challenge, tant au niveau interpersonnel entre les êtres humains, puis de manière générale. Gros défi, même lorsqu'il y a une proximité entre nous, êtres humains, cellules familiales, dans le cadre des relations sentimentales, des relations amoureuses, ou dans le cadre des relations amicales. Donc, la proximité ne veut pas forcément automatiquement dire qu'il y aura une communication fluide. Communication, gros challenge aussi dans notre relation avec notre Créateur. Donc, Dieu, lui, il n'a pas forcément un problème de communication. Hein. Lui, il communique tout le temps. Mais c'est nous qui, on l'a lu dans Job 33, c'est nous qui posons problème. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Donc, la communication
un peu au cœur de notre vie, la communication au cœur de nos interactions avec nos semblables, la communication au cœur de nos interactions avec notre Créateur. Donc, que ce soit au niveau horizontal ou vertical, il se posera toujours la question de communication. D'où, je pense que la thématique, effectivement, même si elle est recentrée dans le cadre du couple, mérite à plus d'un titre d'être posé. Donc, comment communiquer dans son couple, comment communiquer avec son conjoint. Donc, une fois que j'ai posé ce contexte, donc je vais maintenant recentrer du coup la problématique au niveau du couple. Donc là, aujourd'hui, nous, on va vraiment se focaliser sur le couple et sur les relations entre hommes et femmes. Je crois que c'est Herman qui l'a dit dès le départ. Il a dit que même si le sujet, on parle de communication avec son conjoint, de prime abord, peut laisser transparaître qu'il s'agit uniquement des personnes qui sont soit fiancées, soit en relation ou mariées. Ne perdons pas de vue, effectivement, que mieux ta communication est travaillée en amont, plus ta communication est travaillée en amont, plus tu auras des chances, entre guillemets, d'avoir un mariage réussi. Parce que comme je l'ai dit dès le départ, sachant, on le sait tous, que la communication est un gros défi, un gros challenge. Donc, ça veut dire effectivement que plus j'essaye de préparer ma communication, déjà que j'ai une bonne communication avec mon entourage, avec mes proches, que j'essaie de travailler au niveau de la communication aussi. Donc, même si ce n'est pas avec une personne qui est censée partager ma vie, plus je travaille cet aspect en tant que célibataire ou en tant qu'aspirant au mariage, mieux ma communication ou mes rapports, la communication que j'aurai avec mon conjoint sera. Donc, comme pour dire effectivement qu'il y a des thématiques qui peuvent qui peuvent nous donner l'impression que ça ne concerne que les personnes mariées, mais on ne le dira jamais assez. Donc, un mariage réussi, effectivement, ça se prépare lorsqu'on n'est même pas encore embarqué dans ces sentiments. Donc, pour dire que tu sois célibataire, que tu n'aies même pas encore les projets de te marier, le sujet de la communication dans le couple à plus d'un titre te concerne. Et c'est pour cela, effectivement, que il ne faut pas forcément se dire que moi, ça ne me concerne pas. Donc, ça te concerne à plus d'un titre, d'où la nécessité d'être attentif sur ce qu'on va partager. Et je crois que toutes les personnes qui peut-être se posaient la question de savoir est-ce que ça me concerne, trouveront la réponse à cette question. Donc, alors, avant d'avancer, je vais, peut-être pour toujours me résumer. Donc, au début, ce que j'ai dit, c'est que la communication est un challenge, que ce soit au niveau interpersonnel, c'est-à-dire dans nos relations entre êtres humains, que ce soit au niveau plus restreint, c'est-à-dire dans tes amitiés, dans ton couple ou même dans ta famille. Donc, ça reste toujours un challenge. Et aussi, la communication est un challenge avec ta relation avec Dieu aussi. Je répète encore, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit Job 33. Donc, la communication est au cœur de nos relations, que ce soit humaine ou la relation que tu as avec Dieu. Donc, pour revenir sur le sujet du couple, je pense que certaines personnes, vous l'avez déjà, on l'entend généralement, hein, lorsqu'on pose les questions, lorsque vous posez la question à des personnes qui sont mariées ou qui sont déjà en couple et que vous leur demandez, pour vous, citez-moi le top 3, le top 5, le top 10 des choses à savoir vraiment pour avoir un mariage réussi. Donc, il est fort à parier que le mot communication ne va pas manquer. Hein. Donc, il y aura toujours, que ce soit au numéro 1 ou numéro 5. En tout cas, dans ce top liste-là, les personnes mariées ou en couple vous vont toujours sortir cette phrase-là, communication. Il y a même certaines personnes qui disent que la communication, c'est la clé d'un mariage réussi. D'autres, ils ont d'autres éléments. Mais toujours est-il que si vous demandez à des personnes en couple leur top liste au niveau de ce qu'ils pensent pour réussir à avoir un mariage réussi,
ils vous diront que la communication en fait partie. Donc, la communication n'est pas quelque chose de négligeable, c'est quelque chose que on doit prendre vraiment au sérieux et on doit y travailler. Alors, dans le couple, ça devient encore plus complexe et ça devient parfois plus compliqué parce que, comme je l'ai dit, la particularité du couple, c'est un peu comme une relation de proximité que tu as avec quelqu'un, à la différence ici qu'on partage plus qu'une relation de proximité puisqu'il y a des sentiments amoureux aussi qui s'y mêlent. Donc, le fait qu'il y ait ces sentiments amoureux, le fait qu'il y a une proximité, donc ça rend parfois l'exercice plus complexe. Donc, je l'ai dit dès le départ que plus on se rapproche donc de quelqu'un, pour paraphraser ce que j'ai dit au départ, plus la communication sera complexe. Et c'est la question que j'ai posée dès le départ en disant, mais en fait, c'est parfois un peu contradictoire parce qu'on a l'impression, on se dirait que plus je suis proche de quelqu'un, mieux la communication sera. Eh bien non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. Malheureusement, plus on se rapproche de quelqu'un, et si on veut vous mettre dans la transparence, dans la vérité, dans notre relation, on va se rendre compte que la communication va être délicate, la communication va être complexe, d'où la nécessité de lever parfois certains équivoques, d'être transparent, d'être dans la vérité pour que les choses puissent être fluides. Mais tant qu'on ne va pas vouloir mettre la communication au centre de notre relation, on va se rendre compte que plus on se rapproche d'une personne, plus on aura toujours des challenges, on aura toujours des défis au niveau de la communication. Donc, maintenant, ce que je vais brosser, donc, question de répondre aussi à la question, parce que c'est une question qui a été posée, comment communiquer avec son conjoint dans le thème. C'est un peu un thème sous forme de question. Donc, je vais dresser un certain nombre de points qui pourront nous aider à mieux communiquer. Donc, avant de dresser ce nombre de points-là, je voulais quand même déjà qu'on soit d'accord sur le principe, parce qu'on ne peut pas donner des clés pour avoir une communication réussie. Si sur le principe, on n'est pas d'accord sur le fait que la communication est quelque chose de capital, de central, et la communication est quelque chose de vital, en fait, pour le succès, pour la réussite de nos relations sentimentales, nos relations amoureuses. Donc, je vais lister quelques points, donc, et ensuite dérouler un peu ce que j'entends par chaque point qui, pour moi, constitue vraiment des clés pour pouvoir communiquer efficacement. Donc, avant de citer ces points-là, donc, je rappelle quand même, hein, c'est important de le dire, que lorsqu'on parle de communication dans le couple, donc on fait allusion à deux entités qui ont deux histoires différentes, qui ont deux backgrounds différents, qui ont deux passés, deux histoires différentes, qui viennent parfois de deux cultures différentes, de deux pays, de deux nationalités. Toujours est-il que dans le couple, on a quand même affaire à deux histoires différentes. Et donc, le challenge, ça a toujours été le challenge de tout couple. Le challenge, du coup, c'est de faire en sorte qu'on fasse de nos différences une force et pas forcément un handicap. Et donc, tout va se jouer dans ça. Donc, une fois que j'ai dit ça, donc, c'est l'une des choses qu'il faut considérer. La deuxième chose qu'il faut considérer aussi dans l'entité qui s'appelle le couple, c'est que la communication se vit différemment selon qu'on est un homme ou selon qu'on est une femme. C'est-à-dire, les besoins de communication diffèrent et varient selon qu'on soit un homme ou une femme. Ça, c'est la première chose au niveau des besoins. Donc, maintenant, les canaux de communication ou la manière de communiquer aussi diffèrent selon qu'on est un homme ou une femme aussi. Et donc, moi qui suis en couple, moi qui aspire à être en couple, je ne dois pas uniquement mettre la communication comme top liste de mes priorités, mais je dois aussi prendre en compte qu'au-delà de simplement dire oh, il faut qu'on ait une bonne communication, on a quand même en face deux êtres de sexe distinct. On a un homme, on a une femme, qui ont des manières différentes d'exprimer leur communication, qui ont des manières différentes aussi d'appréhender et d'aborder la communication. Donc, c'est pour cela que je disais au début que la communication, en fait, est vraiment un gros défi. Plus on se rapproche de quelqu'un, plus la communication va être un défi à relever. Parce que si je reste uniquement dans le cas du couple, donc, je l'ai bien dit, donc, le couple, c'est vraiment deux entités qui viennent de deux passés, qui ont deux histoires différentes. Donc, déjà, sur ce point-là, le challenge, c'est qu'on fasse de nos différences une force, comme j'ai dit.
Une fois que j'ai compris ça, maintenant que je veux aborder l'aspect communication, donc il faut maintenant que je puisse rentrer bien dans mon cerveau que la manière dont les femmes communiquent ou attendent que la communication se passe est différente de la manière dont les hommes communiquent ou ont des attentes aussi en matière de communication. Donc, si je veux bien communiquer, si je veux réussir la communication dans mon couple, si je veux mieux communiquer avec mon conjoint, je ne peux pas faire abstraction du rapport qu'il y a entre la compréhension de la communication selon qu'on est un homme ou une femme aussi. Donc, si je reprends l'exemple que j'ai donné au début en parlant de communication, j'ai dit que la communication, elle est verticale et elle est horizontale. Donc, si je prends la communication verticale, c'est-à-dire avec notre Créateur, donc la Bible dit, je répète encore ce passage, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu, en tant que Créateur, en tant que sage architecte, a des moyens différents de communiquer avec nous. Et pour ceux qui sont parfois sensiblement aux canaux de communication avec Dieu, vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont vous dire que moi, parfois, Dieu, il me parle par, je ne sais pas, par des événements. Parfois, il me parle par des personnes. Parfois, c'est par des rêves. Donc, il va utiliser des canaux différents pour nous parler. Pourquoi? Parce que je pense que Dieu, en tant que créateur, outre le fait qu'il utilise des canaux différents, il fait aussi, il conjugue aussi avec notre particularité, avec nos sensibilités. La façon dont Dieu va communiquer avec toi, ce ne sera pas la façon dont il va communiquer avec moi. Le but final recherché dans la communication de Dieu, ce sera que le message soit transmis. Mais il ne communiquera pas de la même façon avec ces enfants que nous sommes. Donc, je fais ce parallèle pour dire que si Dieu, le Créateur, utilise des canaux différents pour communiquer avec nous, parfois il fait même avec nos sensibilités, il parfois utilise même notre passé, qui nous sommes, c'est-à-dire il va vraiment au détail près de ta personnalité, de ton être pour te faire passer ce message-là via ce canal-là, parce qu'il sait qui tu es, parce qu'il sait que c'est par ce canal-là qu'il va mieux te toucher. Donc, si Dieu va à ce détail-là, donc, à combien plus forte raison, nous qui sommes en couple, nous qui aspirons à être en couple, ne devons-nous pas aussi aller à ce détail-là lorsqu'on veut parler de communication? C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas appréhender ou aborder la communication de manière globale sans faire abstraction au fait qu'il y ait un homme et une femme. Et que dès qu'on a un homme et une femme, les canaux, les moyens, les méthodes de communication sont différents. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Sinon, on va simplement dire communication, allez, communiquer. Et on va se rendre compte que quand bien même on communique, on est toujours bloqué et on se trouve toujours comme, on a toujours comme un frein à notre communication. Tu vas te dire, mais j'ai appliqué toutes les techniques de communication, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais ça ne marche pas. On va commencer à s'accuser les uns les autres, on va commencer à se jeter les pierres les uns les autres, on va se décourager. Est-ce que je n'ai pas communiqué? Oui, tu as communiqué, mais la question, c'est est-ce que tu as communiqué de la bonne manière? Est-ce que dans ta stratégie de communication, tu as pris en compte tous ces éléments que j'ai dit là? Est-ce que tu as pris en compte le fait qu'en face de toi, il y a un homme, en face de toi, c'est une femme, en face de toi, c'est quelqu'un qui a un passif, qui a une histoire, et il faut que tu aies ce détail-là, de même que Dieu agit avec toi comme ça. C'est comme ça que Dieu agit avec toi lorsqu'il veut te communiquer un message. Donc, il faudra aussi que tu puisses aussi avoir cette mentalité-là en tant que son fils, en tant que sa fille, et de te dire, je ne peux pas uniquement prendre la communication comme quelque chose de global. Il faut que je rentre dans le détail pour pouvoir communiquer. Donc, si on est d'accord sur ce principe-là, donc on peut clairement essayer de dire, maintenant, on dit que voilà, pour communiquer, il faut faire ça, 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 et en précisant que, alors, la particularité des femmes, c'est ça, la particularité des hommes, c'est ça. Parce que, encore une fois, on ne peut pas aborder la communication dans son ensemble sans voir le rapport homme et le rapport femme. Donc, si ce point est clair, donc je vais continuer. Donc, comme je disais qu'on va voir certains points qui nous permettent de communiquer de manière efficace. Des points qui nous permettent d'aborder la communication dans un climat sain, dans un climat vrai.
Alors, je vais noter, donc moi j'ai noté, alors je n'aime pas forcément m'attarder sur le chiffre, mais bon, au moins pour que ce soit plus structuré, donc je vais citer 6 clés ou 6 éléments qui permettront d'avoir une bonne communication. Et dans ces éléments-là, donc il y a certains qui seront vraiment généraux, hein, ça va être un élément général, et il y a des éléments qui vont correspondre soit aux hommes avec des particularités, soit aux femmes avec des particularités aussi. Donc, on va aborder ces 6 points. Donc, les 6 points pour avoir une bonne communication. Alors, avant d'aborder les 6 points, il y a une chose que j'ai aussi oublié, que j'oubliais de dire, donc je peux faire le dire maintenant aussi, c'est que ne tombez pas dans le piège que beaucoup de couples, malheureusement, tombent aujourd'hui, hein, et même les couples qui peuvent paraître, entre guillemets, debout, doivent prendre garde, comme la Bible dit, à ne pas tomber. C'est que beaucoup de couples, malheureusement, confondent la communication avec l'échange d'informations. Et c'est un élément, effectivement, qui est très challengeant, qui peut être challengeant envers les couples. Beaucoup de personnes, ou les personnes qui sont en couple, parfois par acquis de conscience, vont dire tu vois ton conjoint, par exemple, moi je rentre du boulot, je vois ma femme, je lui dis, comment a été ta journée? Est-ce que tu as une bonne journée? Oui, j'ai une bonne journée. Toi aussi, oui, j'ai une bonne journée. Vous voyez, on n'échange que des informations. Si on a des enfants, comment les enfants vont, ils vont bien? Qu'est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu quelque chose, un événement important aujourd'hui? Non, il n'y a rien eu. Et toi, ça a été, oui, moi, ça a été aussi au travail. OK, chacun, allez, chacun va à ses occupations. Soit tu prends ton smartphone, soit tu allumes ta télé, soit tu vas, je ne sais pas, tu te prends ton bouquin. Simplement par acquis de conscience du fait que je me dis, j'ai changé les informations et tout est bon. Donc, le danger qui guette beaucoup de couples, hein, dans la communication, c'est ça, c'est qu'on confonde l'échange d'informations à la communication. Donc, c'est important que je fasse cette précision-là parce que dans les 6 points que je vais donner là, donc je ne serai pas en train de parler d'échange d'informations. Parce que l'échange d'informations, c'est vraiment même, c'est parfois très light, hein, c'est un peu parfois comme tu vas au boulot avec tes collègues, hein, ça va, si c'est le lundi, hein, tu as eu un bon week-end, oui, j'ai un bon week-end. Et toi, tu as un bon week-end, j'ai un bon week-end. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Toi aussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Allez, on se met sur son ordinateur, on commence à travailler. Là, on est purement dans l'échange d'informations. Et le danger qui guette beaucoup de couples, hein, et toi, si tu n'es pas encore en couple, il faut que tu fasses attention à ça, de ne pas être un homme ou une femme qui échange uniquement les informations avec son conjoint, que tu sois vraiment un homme et une femme qui communiquent. Donc, lorsque je vais avancer, tu vas voir la différence profonde qu'il y a entre simplement échanger les informations et communiquer. Alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec les multiples activités, on peut avoir les couples où l'homme et la femme travaillent. Lorsqu'il y a des enfants aussi, notre temps devient restreint. Lorsque, à part le travail, on a d'autres activités, hein. Peut-être on a sa propre entreprise, le temps devient encore restreint. Si, en plus de cela, on a des activités dans l'église, vous vous rendez compte que en tant que couple, en tant qu'entité, le temps chronos qui vous reste à vivre, le temps chronos, c'est-à-dire le temps, les 24 heures qui vous restent à vivre, ensemble, hein, enfin, éveillé, vous allez vous rendre compte que le temps est très restreint, très réduit. Donc, c'est pourquoi c'est aussi important, effectivement, comme la Bible dit, de racheter le temps. Mais même vous aussi, hein, il faut effectivement que vous puissiez créer, entre guillemets, une sorte de bulle où vous savez qu'à ce moment-là, on ne va pas simplement échanger les informations. Parce que les échanges d'informations, je ne dis pas que c'est mauvais, mais le danger qui guette beaucoup de couples, c'est qu'on ne passe notre temps, nos semaines qu'à s'échanger les informations et on ne communique pas véritablement. Et c'est pour cela qu'il faut absolument casser, si c'est devenu une routine, cette routine-là qui consiste uniquement à échanger les informations, à prendre des nouvelles en fait. C'est un peu comme si on prenait des nouvelles. La communication va au-delà de la prise de nouvelles. Donc, je disais que je veux donner 6 points qui, pour moi, peuvent nous aider à avoir une communication efficace. Le premier point est le suivant. Donc, peut-être ceux qui prennent les notes, hein, n'hésitez pas. C'est lorsque je communique avec mon conjoint, il faudrait absolument que je puisse valider ses émotions et son ressenti.
Donc, pour que je puisse avoir une bonne communication avec mon conjoint, pour que la communication puisse croître et qu'on puisse avoir une communication réussie, il faudrait que toutes les fois où j'échange avec mon conjoint, que je puisse valider ses émotions. Je vais expliquer ce que ça implique. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre échanger les informations et communiquer. Dans l'échange d'informations, il n'y a parfois pas des émotions qui sont mises en jeu. Les émotions ne sont pas embarquées. Lorsque je rentre et je demande à ma femme comment était ta journée, qu'elle me dise j'ai une bonne journée. Il n'y a rien d'émotionnel là-dedans. Elle m'a simplement communiqué une information, j'ai une bonne journée. Lorsque je demande comment a été la journée des enfants, ils ont eu une bonne journée. Ça s'est bien passé à l'école. Et toi, comment était ton travail? Ben, écoute, moi aussi, j'ai passé une bonne journée. Le travail était un peu difficile, mais la journée, elle était bonne dans son ensemble. À ce niveau, on est toujours au niveau d'échange d'informations. Et c'est pour cela qu'il faudrait que que tu considères que la communication va au-delà de cela. Donc, à quel moment est-ce que la communication intervient? La communication intervient lorsque on commence à mettre nos émotions. C'est-à-dire lorsque je mets les émotions sur un événement. Donc, je reprends l'exemple de la journée. Comment est-ce qu'était ta journée? Mais écoute, j'ai passé une bonne journée. J'échange d'informations. Donc, pour rentrer dans la profondeur dans cet échange d'informations, pour qu'on commence à communiquer, donc je peux relancer mon partenaire en disant quel événement est-ce que tu as vécu aujourd'hui? C'était quoi? Est-ce que c'était plutôt, voilà, c'était plutôt challengeant? Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont rendu triste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait plaisir aujourd'hui? Donc là j'essaie de creuser. Là, j'essaie d'être profond dans mes questions. Je ne suis plus dans les questions superficielles. Je rentre dans la profondeur. Et c'est pour cela que j'ai dit, première clé d'une communication, pour bien communiquer, c'est valider les émotions des autres. Donc, vous comprenez ici que ce point de validation des émotions ne peut pas intervenir lorsqu'on échange les informations, parce que quand on échange les informations, il n'y a pas d'émotion. C'est un peu du factuel. Bonne journée, bien travaillé, bien passé, oui, non, et toi. Donc, la communication rentre dans la profondeur et c'est pour cela que le point 1, valider les émotions, donc trouve tout son aspect. Et qu'est-ce que j'entends par valider les émotions? C'est quoi? C'est lorsque ton conjoint commence à parler de ses émotions et qui commence à t'exprimer avec émotion ce qu'il a vécu, par exemple en te disant « Ah là là, ma journée elle a été très compliquée, franchement. Il y a un tel qui, je ne sais pas, qui franchement n'a pas été sympa avec moi. Il m'a donné des paroles vraiment très dures et ça m'a énervé, mais vraiment, oula, comment est-ce que ça m'a énervé? » Donc, généralement, lorsqu'une femme nous explique ça, donc là, on va prendre le rapport homme-femme. Lorsqu'une femme vous nous dit ça, donc nous les hommes, et c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas parler de communication sans distinguer hommes et femmes. Nous, les hommes, nous sommes très factuels. Donc, les femmes, il faut savoir que les hommes, ils sont factuels. Les hommes, nous sommes les... comment on dit ça? En anglais, c'est comme les problem solvers. Non, nous, on résout des problèmes. C'est-à-dire, nous, on trouve notre fierté à résoudre les problèmes. Et on ne peut pas simplement avoir une... Nous, en fait, dans chaque information qu'on reçoit, c'est il faut que tu résolves le problème. Il faut que tu résolves le problème. Tu dois résoudre ce problème-là. Même si les femmes ne nous le disent pas explicitement, le message que vous nous envoyez, c'est résoudre ce problème. Et donc, revenons toujours sur notre question. On va vraiment aller très posément pour que vous compreniez ce que je veux en venir. Lorsque je pose la question à ma femme et je dis, je veux rentrer dans la communication lui disant, comment était ta journée? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frustré aujourd'hui? Et qu'elle me dise, oui, il y a tel événement, telle personne qui m'a frustré, qui m'a énervé. Donc, moi, directement, j'ai déjà les mots-clés qui me poussent à résoudre, alors que ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle ne veut pas que je résolve quelque chose. Elle veut que je valide ses émotions. Et donc, moi, en tant qu'homme, donc dans homme qui n'a pas forcément la clé de valider les émotions, donc je vais dire directement que ah, mais non, mais pourquoi est-ce que telle personne t'a énervé? Mais pourquoi est-ce que oh non, mais pourquoi est-ce que tu parles de frustration? Non, est-ce que tu es sûr que c'est la frustration? Ah non, peut-être c'est juste un petit truc qui s'est passé. Ah non, il faut laisser passer. Ah, essaye de penser à autre chose. Est-ce que tu n'es pas sûr que, est-ce que tu penses que, est-ce que vous voyez, on est directement enfin, on essaye de remettre en question les émotions. Or,
La clé numéro 1 pour réussir dans ta communication, c'est qu'il faut valider ses émotions. Peu importe ce que ton conjoint, et là c'est beaucoup, ça c'est un message qui s'adresse beaucoup plus à nous les hommes, même les femmes, il faut aussi que vous fassiez pareil, mais nous les hommes, on a beaucoup de défis à ce niveau-là. Moi, j'avais beaucoup de défis à l'époque. Ça reste encore un défi aujourd'hui, mais je pense que le Seigneur m'a beaucoup aidé et beaucoup travaillé, mais je ne suis pas encore parfait sur ce point-là de valider les émotions parce qu'il y a toujours ce petit boulon-là qui veut, dans mon cerveau, résoudre le problème. Donc, valider ses émotions, valider ses émotions, c'est accepter qu'elle a été frustrée. Même si la situation n'est pas normale, même si elle a tort dans cette affaire, valider ses émotions d'abord parce qu'elle te présente, c'est factuel. Elle te dit que j'ai été frustrée. J'ai passé une mauvaise journée parce que tel m'a énervé. Ne cherche pas à résoudre d'abord le rapport qu'il y a avec un tel. Ne cherche pas à jouer les sapeurs-pompiers. Ne cherche pas à jouer les sapeurs-pompiers pour résoudre la situation. Valide ses émotions. Accepte, puisqu'elle est frustrée, qu'elle peut être frustrée. Donc, dis-lui que tu comprends sa frustration. Je comprends vraiment ta frustration. Je comprends, oula, je comprends quand même. Ah, il allait jusqu'à ce point. Même si pour toi, ce n'est pas grave, même si pour toi, tu sais prendre sur toi, même si toi, tu es Iron Man, que tu es en fer, elle n'est pas comme toi. Encore une fois de plus, on ne peut pas mettre le rapport de la communication sans faire abstraction des sexes. Donc, gardez toujours ça à l'esprit. Je ne peux pas aborder la communication de manière générale. La communication, ce n'est pas une règle, quoi. 1 plus 1 égale 2. Non. Il faut déjà que je fasse abstraction et que je mette de côté masculin, féminin. Donc, moi, en tant qu'homme, il faut que je me détache vraiment de cet aspect-là en disant, en ne cherchant pas à vouloir la juger ou à juger ce qu'elle a vécu comme émotion. Donc, valide ses émotions, c'est la première chose. Elle a vécu quelque chose, c'est bizarre, ça ne peut jamais t'arriver, mais oui, elle, ça lui arrive parce qu'elle est faite de cette nature-là, parce qu'elle est comme ça. Donc, valide ses émotions. Même si tu ne comprends pas, valide ses émotions au moins. Même si tu n'es pas d'accord avec elle, comprends le fait qu'elle soit frustrée. Je comprends que tu sois frustré. Ah oui, je comprends que ça t'ait fait mal. Ah ouais, donc depuis le matin, c'est dans cet état que tu te trouves. Ah ouais, ça a dû quand même être compliqué. Hein. Ah oui, il a quand même dû, ou elle a dû faire quelque chose qui t'a vraiment vexé. Ah non, franchement, je comprends. Ah, je comprends même pourquoi quand je t'ai écrit, tu as tardé à me répondre. Vous voyez, on est dans une attitude constructive, on valide. On n'est pas dans une attitude accusatrice. On n'est pas en train d'indexer l'autre. Mais c'est pour cela que quand je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu. Franchement, tu exagères, quoi. Tu aimes trop t'énerver. Ah, tu aimes trop ceci. Ah, t'es trop sensible. Oh, on ne peut pas te dire tes trucs, tu t'énerves. Vous voyez? Valide ses émotions. Même si c'est difficile, valide ses émotions. C'est la première chose. L'importance de valider les émotions de ton conjoint, c'est donner l'opportunité à ton conjoint de s'exprimer davantage. Hein? 2, c'est donner aussi l'opportunité à ton conjoint. Une fois que tu as validé ses émotions, tu lui donnes l'opportunité, enfin, tu ouvres la porte ou tu ouvres l'accès à l'échange. C'est-à-dire, elle peut même, ou il peut même être dans le tort, mais le fait que tu valides ses émotions, ça fait en sorte qu'il puisse ou qu'elle puisse t'écouter après. Parce que si tu ne valides pas ses émotions, bah, tout ce que tu vas vouloir dire après, même si ça va être constructif, il ou elle va mal le prendre. Donc, premier point, valide ses émotions. Dans une communication saine, c'est très important. Deuxième point à prendre en compte lorsqu'on veut réussir sa communication dans le couple, c'est toujours parler à la première personne. Et ça, on a déjà fait quelques lives, hein, pour ceux qui ont déjà suivi les lives qu'on a déjà fait sur la page Soyez des hommes. C'est un point qu'on avait déjà abordé aussi, et même certains posts aussi, où on disait effectivement que si tu veux réussir ta communication, il faut apprendre à parler à la première personne du singulier. Utilise le je. Le jeu est magique dans la communication. Le jeu, c'est magique. Donc, première chose, c'est valider ses émotions. Toujours valider les émotions de l'autre. Bon, j'ai beaucoup plus parlé de nous les hommes, mais les femmes, c'est pareil aussi. Hein, valider nos émotions. Valider. On ne fonctionne pas de la même façon. Ce qui me frustre en tant qu'homme ne peut pas te frustrer en tant que femme. Accepte cela, valide. Donc ça, c'est bon. Deuxième point, effectivement, toujours parler à la première personne.
Ça, c'est très difficile. Parce que depuis la chute, malheureusement, où notre ancêtre Adam a accusé de manière flagrante notre ancêtre Ève en disant que la femme que tu m'as donnée, donc ça fait qu'on est marqué par le sceau, homme plus précisément, donc avec petit h, mais même femme aussi, on est marqué par le sceau de l'accusation, le sceau de renvoyer le tort à l'autre. On est marqué par ce sceau-là de ne pas vouloir assumer ses responsabilités et de toujours déverser la faute chez l'autre. Et c'est pour cela que dans les relations hommes-femmes, dans les relations de couple, toutes les fois où un conflit va surgir, toutes les fois où il y aura un problème, il faut beaucoup de grandeur et de hauteur pour ne pas accuser l'autre. Pour ne pas accuser l'autre. Et c'est pour cela que parfois dans les conflits, lorsque ça commence un peu à chauffer dans le couple, on va toujours pointer un doigt accusateur à son conjoint. Alors, l'importance de parler à la première personne, c'est-à-dire, tu as une frustration, ton épouse, ton époux, ta future épouse, ton futur époux t'a frustré, c'est réel. Donc, au lieu de dire, chérie, franchement, ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Ce n'est pas la première fois que tu me dénies comme ça en public. Franchement, c'est abusé. Je ne sais pas en quelle langue est-ce que je vais t'expliquer ça. Je ne sais pas. On a assisté à tellement de séminaires. Tu es tout le temps là en train d'assister à des séminaires. Tu es la première personne que lorsqu'on est à l'église, le pasteur prêche, tu dis Amen. Mais toujours en train de me dénigrer. Franchement, je pense qu'il n'y a même plus d'espoir avec toi. Je ne sais même plus quoi faire. Franchement, on t'a déjà tellement donné des conseils. Tu ne changes pas. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Et encore aujourd'hui, comme si ça ne suffisait pas, en public, tu me dénigres. Franchement, c'est abusé, quoi. Tu devrais avoir honte. Et tu es la même personne qui prie et tu pries même parfois plus que tout le monde. Mais simplement, ce petit truc-là, respecter quelqu'un en public, ça te dépasse. Honte à toi vraiment. Vous voyez? Ce que je viens de dire là, c'est ce que beaucoup de personnes font. C'est ce que beaucoup de personnes en couple font. Tout ce que je viens de dire là, imaginons que dans le scénario que je viens de créer, que ce que la personne dit est vrai. Par contre, ce discours que je viens de dire là, sortir ce discours-là, c'est un discours qui va détruire en fait ta relation et la communication. Pourquoi? Parce que, si comme vous l'avez bien compris, je n'ai fait parler qu'à la deuxième personne, donc à tu. Il n'y avait pas ou peu de jeu. Donc, lorsque je dis parler à la première personne, voici comment est-ce que ce genre de discours devait être. Le scénario, c'est un homme qui dénigre sa femme en public. Et il vient de la dénigrer encore. Ils sont rentrés. Donc, elle a pris sur elle pendant qu'ils étaient en public. Ils sont rentrés et là, elle a déversé tout ce qu'elle avait par rapport à son mari. Donc, voici comment est-ce qu'il, quand je dis qu'il faut parler à la première personne, il faudrait faire ce genre de discours. Premièrement, lorsque tu veux parler, effectivement, il faut choisir un bon moment. Donc, si tu rentres avec ton conjoint, demande-lui, dis-moi quand est-ce que tu voudrais qu'on puisse parler, juste quelques minutes. Quand est-ce que ça va être le bon moment? Si c'est une discussion sérieuse, il faut donner de la solennité à ta discussion. Parce que le fait de donner la solennité à ta discussion, ça met aussi un climat, ça met une ambiance, ça met une atmosphère qui fait en sorte que la personne est disposée à t'écouter. Au lieu de simplement le balancer comme ça dès que vous entrez chez vous et que vous claquez la porte, tu le balances comme ça à la face et tu utilises le tu. Il se met à la défensive aussi. Et lorsque tu auras fini, il va te dire, tu as fini. Là, il ne va pas s'excuser, c'est pour t'allumer aussi. Alors, donc, une fois que j'ai demandé quel est le bon moment pour te parler, donc, et qu'ils me disent que c'est maintenant, qu'elle te dit c'est maintenant, tu dis, OK. Alors, peut-être ça t'est passé inaperçu, mais lorsqu'on était à l'extérieur avec un tel, avec nos amis, par exemple, tu as encore dit ceci. Et bon, tu as vu, j'ai ri, mais bon, tu me connais, je savais très bien que c'est un sourire narquois que j'ai esquissé. Et je ne te cache pas que ça m'a fait très mal. Ça m'a vraiment fait mal. Parce que je me suis senti rabaissé devant toutes ces personnes-là. Et peut-être même tu n'as pas remarqué, il y a un tel à côté qui a voulu éclater, mais il s'est juste retenu. Et là, c'était encore comme si on prenait vraiment un couteau ou on enfonçait la plaie. Et enfin, tu sais tout de moi, tu sais très bien que j'ai grandi dans un environnement où j'ai été beaucoup humilié et n'eût été la grâce de Dieu. Et toi, tu m'as beaucoup aidé aussi dans mon parcours lorsqu'on a appris à se connaître. Je ne serais pas à ce niveau-là.
Et je ne veux pas dire effectivement que le Seigneur n'a pas travaillé dans mon cœur, il a beaucoup fait, mais ça reste encore marqué en moi. Et tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu es quelqu'un que j'estime, tu es quelqu'un que je respecte. Et chaque parole que tu sors de ta bouche envers moi a un poids. Et c'est pour cela que je souhaiterais vraiment que dans l'avenir, que tu puisses davantage t'ajuster et, et que lorsque tu veux sortir des mots, je sais que parfois tu le fais peut-être sans t'en rendre compte, que tu penses aussi à moi qui suis ton conjoint, ton mari, ta femme, à moi qui t'aime, à moi qui t'estime aussi, qui te respecte, et surtout à ce que je peux ressentir aussi. Parce qu'autant toi, tu supportes parfois les railleries ou la blague, mais tu sais très bien que moi, je suis encore en chemin et que je suis encore dans cette phase d'apprentissage-là. Donc, j'ai eu beaucoup mal et ça m'a vraiment blessé. C'est par respect que je n'ai pas quitté la table ou que je n'ai pas quitté le groupe. Encore une fois, par respect, donc parce que je te respecte, mais ça m'a beaucoup fait mal. Vous voyez? Donc, il y a une différence entre les deux discours. Le message était le même, hein, c'est que cette personne n'a pas bien agi. Mais dans la deuxième partie, j'ai parlé à la première personne. Donc, lorsque tu parles le jeu, en fait, tu désarmes ton interlocuteur. Lorsque j'utilise le jeu, je te désarme, en fait, parce que je te dis ce que j'ai vécu, moi. Donc, tu n'as aucun moyen de challenger ça, parce que je te dis effectivement que moi, ça m'a humilié. Je ne t'ai pas pointé du doigt. Je ne t'ai pas fait un tacle irrégulier. Je n'ai même pas insinué quelque chose qui va te montrer que tu es mauvais ou que tu as été mauvais ou que tu n'as pas été bon sous le coup. Je n'ai parlé que de moi. Et pour ne même pas te laisser l'occasion de me dire que oh, toi, tu n'es pas mature, je t'ai bien dit que je suis en chemin et que le Seigneur est en train de travailler dans mon cœur. Donc, j'ai balisé tout le terrain qui fait en sorte que tu ne peux pas m'attaquer ni sur ma personne, ni sur ce que je ressens. Je t'ai donné toute la place qu'il y a, le respect que j'ai pour toi. J'ai rappelé, hein, même si tu le sais, que je te respecte, que je t'apprécie et que je t'aime. Et donc, une fois que j'ai créé cette ambiance, cette atmosphère et que j'ai parlé à la première personne, en fait, tu désarmes ton interlocuteur et tu donnes la possibilité à ton interlocuteur non seulement d'écouter ce que tu dis, mais de répondre maintenant, non plus comme quelqu'un qui veut te contre-attaquer, mais comme quelqu'un qui veut t'aider et surtout qui veut s'excuser. Et vraiment, il faut que cette personne-là soit vraiment dotée d'une méchanceté, je ne sais pas quel type de méchanceté, pour, je ne dis pas pour ne plus jamais refaire ça, mais pour refaire ça au même degré. En fait, quand tu parles à la première personne, tu fais passer un message sur le long terme à ton interlocuteur. Donc, deuxième clé, toujours utiliser le « je ». Troisième clé pour avoir une communication réussie, il faut passer du temps ensemble. C'est la même chose avec ta relation avec le Seigneur. Elle dit, tu ne peux pas. Job 33, on l'a lu au début. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend garde. Pourquoi on ne prend pas garde à sur ce que Dieu dit aussi? Il y a aussi une question de temps, du temps qu'on passe, du temps de qualité qu'on passe avec lui. Est-ce qu'on passe du temps de qualité avec notre Père? Je sais très bien que plus je suis proche de mon Père, plus je passe du temps de qualité avec mon Père, plus il y aura des facilités. Il y aura je saurai ce qui fait battre son cœur. Je saurai ce qui l'attriste. Je veux comprendre son langage. Je vais saisir sa pensée. Je vais capter ce qu'il me dit. Donc, c'est pareil dans ta relation de couple ou ta future relation de couple. Donc, si tu te donnes pour objectif aussi dans ta future relation de couple de dire, OK, je vais passer un temps de qualité, un temps loin de mon smartphone, loin de la télé, loin des séries, loin de Netflix, loin des films, loin de j'en passe, et que je veux donner un temps de qualité, pas forcément de quantité, mais de qualité, et que je fasse de cela une routine. Donc, plus je vais investir dans le temps de qualité, plus aussi je vais investir dans ma communication avec mon conjoint. Et le temps de qualité, généralement, avec notre société qui est hyper, on est quoi? Qu'est-ce que je veux dire? On est une société hyper connectée. C'est difficile de trouver le temps de qualité, vraiment. C'est difficile d'avoir un temps de qualité où on n'est que là, toi et moi. C'est-à-dire ton conjoint et toi, vous n'êtes que là, vous deux. Et là, on va quitter, comme je l'ai dit, de l'échange de l'information, on va passer à la communication. Parce que quand vous êtes à deux et que vous faites abstraction à tout ce qui pourrait constituer une distraction autour de vous, là, vous parlez de vous, là. Et plus tu apprends à connaître ton conjoint, plus vous grandissez aussi dans la communication. Tu sais ce qui lui plaît. Il sait ce qui te plaît.
Et là, vous grandissez aussi dans la communication. Donc, il ne peut pas avoir une communication effective s'il n'y a pas du temps de qualité qui est investi aussi dans ton couple. Donc, investis du temps de qualité. Passe du temps avec ton conjoint. Donc, ça, c'était le troisième point. Quatrième point, effectivement, c'est un point qui est tiré des 5 langages de l'amour. C'est des paroles valorisantes. Donc, il faudrait effectivement, si tu veux avoir une communication réussie, que tu veux bien communiquer avec ton conjoint, il faudrait que, en fait, il faut faire des paroles valorisantes ton style de vie. N'utilise pas uniquement les paroles valorisantes parce qu'il y a un événement précis. Du style, on t'a offert un cadeau, on t'a dit que tu étais bien habillé, ou tu es content, ou quelque chose t'a réjoui dans ton cœur. Ne sois pas ingrat avec des paroles valorisantes. C'est-à-dire, fais des paroles valorisantes ton style de vie. Donc, en le faisant, tu crées vraiment quelque chose, en fait, tu crées une atmosphère de bienveillance autour de ton couple. Donc, il faudrait que tu sois très attentif et que tu sois très alerte à valoriser ton conjoint. Donc, ça passe partout, hein, c'est-à-dire, ça passe, je ne sais pas, pour la femme qui va dire à son mari, merci vraiment pour la sécurité que tu nous procures, merci pour les efforts que tu fais, je vois comment tu te bats pour ta famille. Du mari qui va louer sa femme pour son courage, pour son abnégation, pour son sacrifice. Vous voyez, donc, ne soyez pas ingrats en paroles valorisantes, ne soyons pas ingrats. J'ai remarqué en parlant des paroles valorisantes qu'on est tellement marqué par notre passé en termes de paroles valorisantes. Des personnes qui ont grandi dans une atmosphère, qui ont grandi dans une famille où les paroles valorisantes n'étaient pas la culture, ou n'étaient pas la routine ou la coutume, ces personnes-là, inconsciemment, ont du mal à valoriser les autres aussi. Et malheureusement, elles transposent cela dans leur couple. C'est-à-dire, quelqu'un va passer une semaine sans valoriser son conjoint. Et pour lui, c'est normal. C'est normal, c'est normal. C'est-à-dire, il ne va même pas trouver un élément pour pouvoir valoriser son conjoint. Merci d'être présent dans ma vie. Merci d'être toujours là pour moi. Merci pour ta gentillesse. Ah, tu es très beau aujourd'hui. J'aime ta nouvelle coiffure. J'aime ta nouvelle chemise, tes nouvelles chaussures. Vous voyez, cultivons la gratitude, cultivons l'appréciation, cultivons les paroles valorisantes. Ne laissons pas uniquement cet aspect-là en disant « Ah, ce n'est pas mon langage de l'amour ». Non. Ici, là, je parle vraiment, si tu veux aussi que ta communication soit efficiente, soit efficace, il faut faire des paroles valorisantes, des paroles d'appréciation, ton style de vie. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas valorisé dans ton enfance, ce n'est pas parce que tes parents ne t'ont pas valorisé, ce n'est pas parce qu'on ne t'a jamais dit que tu as de la valeur que tu dois être ingrat avec cela, avec ton conjoint. Parce que figure-toi que si tu as du mal à le dire à ton conjoint, bah, tu auras du mal à le dire à tes enfants aussi. Et ce que tu as fui toute ta vie, c'est-à-dire ces paroles que tu n'as pas reçues, bah, fatalement, tu vas les reproduire. Et on connaît tous ces schémas répétitifs-là. Donc, sors de ces schémas répétitifs-là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu des paroles valorisantes que tu vas refuser d'avoir des paroles valorisantes vis-à-vis de ton entourage, toi qui es célibataire maintenant, et vis-à-vis de ta future épouse, ton futur époux. Donc, refuse cela. Paroles valorisantes. Donc, ensuite, pour réussir ta communication. Donc, il y a un point effectivement que, pareil, beaucoup de personnes aussi mettent ça uniquement dans le cadre de, ce n'est pas, enfin, les gens disent que ce n'est pas, c'est pas dans mes habitudes, mais c'est aussi très important, Apprenez à rire ensemble. En fait, il y a des personnes qui sont en couple et qui sont tellement coincées, ils sont tellement, vous voyez, il y a des gens qui sont tellement en mode carré.
Et il n'y a pas de place pour les rires, il n'y a pas de place pour, vous voyez, pour la bonne humeur. En fait, il faudrait, toi qui n'es pas encore marié, que tu te donnes aussi pour objectif cela, de dire, OK, il faut absolument que ma maison soit une maison reconnue pour la bonne humeur. Riez ensemble. Envoyez-vous, je ne sais pas, des blagues et tout. En fait, il faudrait vraiment qu'il y ait vraiment cette atmosphère-là de gaieté, de bonne humeur, de joie, que vous ne soyez pas tout le temps coincés. Parce que lorsque vous riez ensemble, lorsque vous voyez, vous riez ensemble, en fait, et que vous êtes, entre guillemets, un peu en mode, on se lâche et qu'on essaye de rigoler, on se taille des bas, on se tape des bas. En fait, en mettant ce climat-là dans ton couple, c'est aussi une façon de dire que on peut tout se dire. C'est-à-dire, il peut même venir me dire un truc et puis j'ai dit non, abusé, quoi. Comment tu peux dire un truc comme ça? Mais au moins, il peut venir me dire cela. C'est-à-dire, j'essaie de ne pas vouloir mettre des limites dans l'échange d'informations qu'on doit avoir. Lorsqu'on essaie de rire de tout, lorsqu'on essaie de rire ensemble. Donc, le rire aussi est une bonne chose. Et pareil, beaucoup de personnes ne veulent pas ou n'aiment pas, par exemple, dans leur couple, ils veulent se monter trop sérieux, pas de blagues, on ne veut pas, vous voyez. Il y a même des couples, parfois même, vous voyez, des petits jeux, là, des taquineries comme ça, là. Non, 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 il veut toujours être très sérieux. Je comprends que peut-être ça ne fait pas partie de ton tempérament, je comprends que ça ne fait pas partie de ton ADN, je comprends que peut-être que tu n'as pas grandi dans cette atmosphère-là, mais encore une fois de plus, et c'est ce que j'aime bien dire aussi à des personnes, c'est que ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas faire ça que ton conjoint n'aime pas le faire. Et ce n'est pas parce que toi, tu as grandi dans une famille où on ne le faisait pas que ça veut forcément dire que c'est le bon moyen de faire. Donc, il faut qu'on essaye de se détacher aussi parfois de tout ce qu'on a vécu parce qu'on est tous marqués aussi, je l'ai dit dès le départ, hein, par le fait qu'on est des passifs, qu'on est des passifs et qu'on ait des histoires différentes. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas grandi dans cette atmosphère-là que tu vas à tout prix balayer cela de la main. Donc, riez ensemble, rigolez ensemble, tapez-vous des barres ensemble. Donc, parfois, je vois, si vous êtes sur Internet et qu'on voit des blagues et tout, j'envoie ça à ma femme. Ou bien quand on est ensemble, dès que je vois une blague, allez, je viens, je lui donne aussi pour qu'on puisse rire ensemble. Parfois, ça ne lui fait pas rire, mais ce n'est pas grave. Mais allez, on rigole ensemble. Ou elle aussi, elle trouve un truc qui fait rire. Allez, on rigole ensemble. Vous voyez? Donc, ne soyez pas coincés parce que cela participe aussi à améliorer, à enjoliver votre communication. Donc, je dis, les clés de la communication effective, donc valider les émotions de ton conjoint, toujours parler à la première personne, utiliser le je au lieu du tu dans ta communication, passer du temps de qualité ensemble, c'était le 3. 4, c'est les paroles valorisantes, appréciez-vous mutuellement, ne soyez pas ingrats en paroles d'appréciation. 5, c'était rigoler ensemble. Riez ensemble. Ça, c'était 5. Et 6, donc du coup, enfin, j'ai dit que 6, il y a plein de points, mais on est d'accord, hein, je me limite vraiment à 6. Les 6 que j'estime parce que j'estime que c'était les 6 principaux. Il peut encore avoir tellement d'autres, hein, donc c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il y a uniquement les 6. Donc le 6e point, c'est, je parlais du temps de qualité. Donc pour que le temps de qualité soit aussi important, donc il faudrait que vous puissiez programmer du temps ensemble. En fait, là, c'est ce que j'appelle l'intentionnalité. Soyez intentionnel au niveau du temps que vous voulez investir sur votre couple, vous deux. Et vu que la communication n'est pas quelque chose d'automatique, donc pourquoi ne pas investir aussi du temps pour améliorer votre communication? Donc, en gros, mon 6e point, c'est de dire, mettez du temps à part pour travailler sur votre communication. Et là, ça doit être intentionnel. Ça ne doit pas être accidentellement. Ce n'est pas parce que vous ne devez pas uniquement le faire lorsqu'il y a une crise, lorsque vous sortez d'une crise,
Lorsque vous voyez une crise arriver, il faudrait que vous puissiez avoir des temps comme ça, même si c'est une fois par mois. Comme j'aime souvent dire, c'est mieux de programmer et le faire, même si c'est une fois par mois, que de ne rien faire du tout. Donc, vous pouvez vous dire même une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on va faire notre point sur la communication. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire au niveau de la communication? Qu'est-ce que toi aussi tu as à dire? Essayez de vous ajuster. Ça passe par le temps qu'on prend, s'assoit de manière intentionnelle. On peut même préparer ce temps-là à l'avance, dans la prière. On prend des notes. Et là, vraiment, on s'assoit, on parle franchement. On parle dans la vérité. À ce moment-là, vous pouvez même vous envoyer, vous pouvez même tirer à balles réelles. Parce que c'est un temps qu'on a pris et on sait qu'on veut améliorer. Vous voyez, ce n'est pas un temps de conflit, c'est un temps où on s'assoit pour améliorer notre communication. Sachant qu'on remplit déjà les 5 premiers points que j'ai donnés. Et donc, on s'assoit, on travaille. Alors, toi, à ce niveau, oui, tu n'es pas avancé. Oui, mais bon, j'ai l'impression qu'à ce niveau aussi, c'est ci. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas fait ça? On fait ceci. Donc, intentionnel. De toute façon, pour les personnes qui aspirent au mariage, vous comprendrez, ou les personnes qui sont mariées, que l'un des maîtres mots dans le couple, c'est le mot intentionnalité. Rien ne se fait s'il n'y a pas de l'intentionnalité, si je ne suis pas intentionnel. Donc, pareil aussi, si vous voulez grandir dans votre communication, il faudrait que vous investissiez du temps aussi. Donc, ça peut être dans votre temps que vous mettez à part, votre temps de couple, et comme on dit souvent, les temps de couple, que vous ayez un temps. C'est notre temps de couple. Ouais. Par exemple, nous, dans notre couple, c'est le jeudi, par exemple. Notre temps. Donc, c'était aujourd'hui, par exemple, notre temps de couple. Donc, il faut que vous ayez un temps, en fait. Et maintenant, ça, c'est en fonction de vos plannings, de vos agendas. Ne vous mettez pas forcément trop de pression. Ça peut être flexible. L'idée, vraiment, c'est qu'on puisse avoir un temps. Parce que si on ne met pas un temps, bah, le train-train du quotidien va nous tirer à gauche et à droite et on va finir par ne pas se parler, ne pas se poser, ne pas régler certaines choses, ne pas faire des ajustements. Donc, voilà les points que je voulais voir avec vous, les 6 points que je voulais voir avec vous. Voilà. Donc, merci à Aman qui les a notés là, il les a notés dans le chat. Si ça a pu échapper à certaines personnes. Donc, voilà. Donc, moi, j'en ai terminé. Je ne sais pas si la suite, Aman, est-ce que c'est des questions ou je ne sais pas. Pour moi, j'en ai terminé. D'accord, merci beaucoup. Oui, pour cet enseignement. On va ouvrir la phase des questions. Hein, voilà, ceux qui sont connectés. S'ils ont des questions, ils peuvent vous les poser. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos différentes questions. Et à ceux aussi qui nous suivent sur Facebook, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et puis le responsable Christopher va les lire pour que le frère Richard puisse répondre aux questions. Donc, vous avez toute la place, posez vos questions et puis on répondra. Alors, Richard, moi, j'ai reçu une question. Quelqu'un disait comme ça, l'objectif de la communication, c'est de parler, de communiquer, mais également de se faire comprendre et de comprendre l'autre. Alors, comment cela peut se développer? C'est vrai que peut-être on peut le dire dans le premier contexte qu'on peut arriver à cela, mais comment rendre cela palpable en quelque sorte? Alors, Eman, excuse-moi, ça a un peu coupé, donc je te cache pas que Comment se faire comprendre et comment comprendre l'autre? Parce que quelqu'un disait que la communication, c'est ça, au fait. Arriver à comprendre l'autre et arriver aussi à se faire comprendre. Donc, comment y arriver de manière pratique, en quelque sorte?
En fait, bon, de manière pratique, comme je l'ai dit, la première chose, effectivement, il faut déjà qu'on sache qu'on est deux entités différentes, hommes et femmes. C'est-à-dire la manière dont je m'exprime ou le message que je communique en tant qu'homme à ma femme. Donc, il y a une question de réceptacle. Donc, moi, je communique ça et il faut que je me mette en tête qu'elle peut ne pas recevoir le message tel que moi, j'ai voulu le faire. Donc, je ne peux pas avoir une bonne communication pratique et me faire entendre si je veux uniquement rester dans mon paradigme d'homme et ne pas essayer de rentrer aussi dans la peau de l'autre ou dans son paradigme aussi ou dans son univers. C'est-à-dire, moi, homme, il faut que je sache que nous, les hommes, c'est du pragmatique. On aime résoudre des problèmes. On est parfois droit au but. La femme, elle est beaucoup plus dans la construction, l'émotion. Il doit avoir toute une histoire, un contexte. Et je ne peux pas, si je veux me faire entendre, uniquement rester dans mon pragmatisme ou dans mon rôle de celui qui veut simplement résoudre le problème. C'est pour cela que j'ai dit l'une des clés aussi, c'est qu'il faut valider les émotions. Tu n'as pas besoin de comprendre. Parfois, dans la communication, ton rôle, ce n'est pas de comprendre. Valide d'abord les émotions. Parce que quand tu valides, tu es en train de dire, j'entre dans ton univers, j'entre dans ton monde. Je ne comprends pas, mais j'entre. J'accepte ça, simplement. Et à ce moment-là, tu crées un climat sain de communication. Et c'est là que tu peux me dire, en fait, OK, est-ce que tu peux encore, est-ce que ce que tu ressens là, ça veut dire ceci? Vous voyez? Tu peux maintenant m'apporter un peu de solution, mais valide d'abord les émotions. Donc, de manière pratique, effectivement, c'est qu'il faudrait que hommes et femmes, on fasse ce travail-là, c'est un travail quotidien de dire, dans ma communication, il ne s'agit pas de tous les sujets, mais la majorité des sujets ou de tout ce que je peux dire, tout ce que je peux transmettre, il est fort probable que l'autre canal ne l'ait pas reçu de la même manière que je voulais transmettre. Et donc, je dois à tout prix toujours me dire qui est mon interlocuteur, quelles sont ses sensibilités, comment est-ce qu'elle a reçu ce message-là. Et pareil, lorsque elle aussi, elle me transmet le message. Donc, il y a un effort dans les deux côtés, hommes et femmes, qui consiste à savoir à qui est-ce que j'adresse mon message, quelle est sa spécificité, quelles sont ses sensibilités, quel est son univers. Et essayer maintenant de travailler dans cet univers-là pour que les deux parties, les deux entités, les deux êtres puissent former une seule entité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne. En tout cas, D'accord, bien noté. On a Christopher qui a levé la main, il a une question. Christopher? Oui, merci Respoeman pour la question, pour l'opportunité, pardon. Ma question, c'est de savoir, tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé il a dit que la communication doit être réciproque. Et je veux savoir dans le contexte où c'est seulement dans un seul sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans un seul sens, c'est-à-dire s'il n'y a qu'une seule personne qui fait un effort dans la communication. Oui, c'est ça. En fait, j'ai des attentes vis-à-vis de mon partenaire. Je Mhm. me dis que c'est seulement dans un seul sens, c'est-à-dire tous mes efforts pour pouvoir satisfaire en tout cas ces attentes n'aboutissent pas. En fait, c'est une bonne question. Moi, ce que j'ai remarqué, j'ai remarqué que dans le couple, généralement, on aime se piéger. Et parfois, ça ne part pas de mauvaises intentions. Hein. Je vais expliquer ce que j'entends par ce fait de piéger. Ça ne part pas de mauvaises intentions. Généralement, on va du principe, et je l'ai dit dès le début par attente de la communication, c'est que, en fait, je me dis, je suis tellement proche de toi, on est tellement proche, vu qu'on forme un couple ou un futur couple, que tout est censé aller comme sur des roulettes, c'est-à-dire tout est censé couler, aller de source. Et c'est pour cela que j'ai dit pour moi, parmi les clés pour réussir la communication, c'est qu'il faut travailler sa communication, c'est-à-dire s'asseoir et travailler la communication de manière intentionnelle. Donc, vu que je me dis qu'on a une proximité, on est amoureux, donc tu es censé savoir ce que je pense et l'autre est censé savoir ce que l'autre pense aussi. Et parfois, c'est le gros piège, malheureusement, le danger qui guette certains couples parce qu'on se dit, mais il est censé le savoir. Est-ce que je suis obligé?
Est-ce que je dois aller jusqu'à ce niveau-là de détail pour le lui rappeler? Mais il est censé savoir. La réponse est que ben non, en fait. Ton conjoint, ton futur conjoint, il n'est pas quelqu'un qui va deviner, il n'est pas quelqu'un qui a tout le temps les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Il est un être humain comme toi. Votre couple est en construction et le meilleur moyen d'aider ton conjoint, c'est d'être clair, d'être précis, d'être vrai, d'être transparent dans tes émotions et dans comment est-ce que tu veux. Donc, je dis ça pourquoi? Je dis ça pour dire que moi, dans mon couple, il m'est arrivé parfois que je sois frustré pour quelque chose que je n'ai pas clairement dit à ma femme et que je lui en veuille pour cela. Donc, elle était dans son coin, elle ne savait même pas ce que moi, j'avais dans ma tête. Et pareil, elle aussi, il y a des événements où elle a, des moments aussi, elle a eu cette frustration-là. Et c'est pour ça qu'à un moment, on s'est dit, mais arrêtons de nous faire du mal, en fait. Parlons simplement. Donc, alors, dans ta question, peut-être ce n'est pas dans tous les cas, mais j'ai remarqué que dans plusieurs cas, parfois, lorsqu'on a l'impression qu'il y a une seule personne qui communique, c'est que les besoins n'ont pas été clairement expliqués. Les besoins n'ont pas été clairement exprimés. En fait, généralement, c'est pour ça que j'ai dit que beaucoup de gens ne communiquent pas. On échange des informations, où on fait allusion. Exemple, je ne sais pas, par exemple, tu aimes bien sortir avec ton conjoint, mais lui, il est quelqu'un de casanier qui n'aime pas sortir. Voilà comment on communique parfois mal. Je vais vous donner l'exemple d'une mauvaise communication dans ce contexte. Dans ce contexte, en fait, je vais demander à mon conjoint, est-ce que tu veux sortir avec moi? Il va me dire non, de toute façon, je ne veux pas. Toi-même, tu sais que je suis casanier. Je vais sortir, je vais garder la frustration. Et je vais traîner cette frustration-là et je vais me dire, franchement, il ne comprend même pas quoi. Est-ce qu'il sait même que je vis mal le fait qu'il refuse de sortir avec moi? Qu'il refuse qu'on aille, je ne sais pas, aller prendre une glace ou aller juste se balader, aller se promener. Mais je vais garder la frustration dans mon cœur sans partager à mon conjoint parce que je vais du principe que il ou elle est censée savoir que c'est quelque chose qui m'a frustré. Donc, l'un des moyens de communiquer, c'est pour ça que je dis que soyons vrais, soyons total, soyons transparents dans notre communication, c'est de simplement dire, comme j'ai dit, utiliser la deuxième, je crois que c'est la deuxième clé de la communication. Donc, évoquer ce point-là qui est important pour toi en le parlant à la première personne. Dis à la personne effectivement que je comprends que tu sois casanier, mais sache que ça me fait plaisir. J'aime tellement marcher avec toi. Parce qu'en ta compagnie, je me sens en sécurité, ça me rassure, ta présence me rassure. Et simplement, j'aime être avec toi. J'aime qu'on a aussi nos petits temps ensemble. Même si on ne sait pas où est-ce qu'on va, on va juste se promener, se balader. Donc, c'est différent de dire, mais toi, tu es trop casanier, tu aimes trop rester, tu aimes rester à la maison, oh, tu ne prends jamais compte de mon avis, tu ne sais pas comment j'aime faire ceci. Vous voyez, c'est différent. Et là, j'ai été très clair dans ma demande. Je n'ai pas attaqué de provoquer l'autre. Je n'ai pas provoqué ou critiqué le fait que l'autre soit casanier parce que c'est comme ça qu'il ou elle est. Mais j'ai simplement invité l'autre, en fait, à venir dans mon univers en lui disant, ben, écoute, moi, j'aime quand tu seras avec moi. J'aime marcher en ta présence parce que j'ai de même argumenté cela. Et là, l'autre personne valide maintenant, en fait, le fait que, ah oui, ce qu'il ressent là, ah oui, c'est sérieux à ce point. Donc, ce n'est pas qu'un caprice. Généralement, c'est ce que nous, on aime souvent dire. Nous, les hommes, on excelle dans ça, à dire que quand nos femmes reprochent un truc, on dit franchement, ce sont des caprices, quoi. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment un mot qu'il ne faut jamais sortir parce que même si entre guillemets, il y a du caprice, comme j'ai dit, valide d'abord ses émotions parce que ce qu'elle vit là, c'est une réalité. Elle n'est pas en train de simuler, vous voyez? Elle n'est pas en train de faire semblant. C'est une réalité qu'elle vit. C'est quelque chose qu'elle vit présentement et ce serait un peu méchant et vicieux de ta part de pouvoir toujours mettre ça sous le coup des caprices ou de dire qu'elle est en train de vouloir te manipuler. Donc, pour moi, pour te répondre, Christopher, c'est que lorsqu'il y a parfois, on a l'impression que la communication a sens unique, il y a fort à parier, à 90% des cas, qu'il n'y a pas des émotions ou une pensée qui a été clairement exprimée à son conjoint. Donc, ce que je conseille à cette personne-là, exprime clairement, vraiment, tes besoins. Ne simule pas, n'insinue pas, sois clair, vrai et direct dans ce que tu veux dire. Et en utilisant toujours la première personne du singulier parce qu'il y a question de toi et de ce que tu vis.
Merci. Merci beaucoup. Tu as eu ta réponse. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, moi, je veux poser une question. Je vais faire une pierre de coups dans la question. Mhm. Euh, Est-ce que les détails, quelqu'un qui aime les détails, le fait d'aimer les détails peut être un problème pour la communication? Et aussi, le fait de dire que tu n'aimes pas telle chose et que le conjoint est- aime, cela peut aussi créer un problème dans la communication. Si oui, comment les régler? Alors, juste un détail, par exemple, quand tu dis les détails, c'est une personne qui te raconte ta journée, qui raconte chaque point, c'est ça? Effectivement, ou bien une personne à qui tu veux raconter ta journée, mais qui a besoin d'entendre chaque point Chaque de ta point. journée. Exactement. Alors, donc, du coup, la question, c'est si est-ce que c'est les détails là, si c'est une bonne chose, c'est ça la question? Effectivement, est-ce que Comment ça gérer c'est bon ou bien ça peut être un équilibre? Bon, ça peut être une force pour la communication ou bien un problème pour la communication. Alors, en fait, pour moi, ça ne va être ni une force ou un problème. C'est simplement une question de besoin. Et c'est vrai que parfois, après c'est pas, là, sur ce point-là, c'est pas bien de faire les stéréotypes, hein, mais si on essaye de parler de manière générale, c'est vrai que les femmes, elles aiment beaucoup plus ces détails. Et nous, les hommes, on est vraiment en mode, oui, c'était ça, j'ai vécu ceci, cela, vous voyez, on est dans le pragmatisme. Après, il y a aussi les hommes qui aiment bien le détail. Et moi, je sais que parfois, c'est pas tout le temps, mais il y a parfois aussi, j'aime quand, voilà, donc ma femme, elle va vraiment dans le détail, quoi, par exemple. Mais pas tout le temps. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas avoir, enfin, je ne veux pas forcément faire des stéréotypes à ce niveau-là. Mais donc là, c'est vraiment une question de sensibilité, sensibilité de chacun. Et ce que je disais, c'est qu'en matière de communication, vraiment, et c'est pour ça que tu ne peux pas grandir dans la communication si tu ne fais pas, si tu ne conjugues pas avec la sensibilité de l'autre. Il faut absolument que tu prennes en compte la sensibilité de l'autre. C'est-à-dire, si moi, je n'aime pas les détails et que l'autre aime le détail, mais que je veux grandir dans la communication, il faudrait que je puisse rentrer dans son univers aussi. Rentrer dans son univers, ça veut dire que je veux me faire violence de rentrer dans le détail. Par contre, et c'est là où la communication à double sens devient important, c'est que vu que l'autre aussi veut aussi rentrer dans mon univers, parce que chacun cherche à rentrer dans l'univers de l'autre pour qu'on puisse former une entité où il y aura des sensibilités différentes. Vu que l'autre veut rentrer dans mon univers, donc il ou elle saura aussi que, OK, je ne veux pas tout le temps lui demander les détails parce que, en gros, entre guillemets, ça va le ou la saouler. Donc, disons-nous les choses comme ça doit être. Donc, je veux aussi doser et me dire, OK, voilà, peut-être là, quand je vois comment il est fatigué et tout, parce que j'entre aussi dans son univers. Là, il est fatigué et tout, donc je ne veux pas forcément, voilà. Sinon, ça risque d'être une partie, vous voyez, ça risque d'être comme si on était en train de le persécuter. Donc, je ne veux pas forcément tout le temps demander le détail, ou je vais essayer de voir en fonction de son état, est-ce qu'il a plus de temps, est-ce qu'il est fatigué. Donc, vu que je rentre dans son univers, je veux aussi le faire. Donc, c'est un effort partagé. Et à ce niveau-là, la communication devient saine. Ça ne devient pas une souffrance parce que si tout le temps, je veux que la personne soit dans le détail, tout le temps et au moment où je veux, là, on est d'accord que ça devient un peu comme une communication à sens unique et ça perd un peu en fait le but recherché qui est celui de grandir dans notre communication. Donc, moi, je vais jouer le jeu, c'est-à-dire je vais rentrer dans le détail sans souci parce que je veux entrer dans ton univers. Mais il faut aussi que toi, de ton côté, tu joues le jeu en te disant, je ne veux pas tout le temps, tous les jours, te demander le détail. Et là, à ce niveau-là, on sera dans une communication gagnante où je peux entrer dans le détail aujourd'hui et demain, je peux ne pas rentrer ou aujourd'hui, je peux juste te donner les grandes lignes. Et vu que je n'ai pas le temps, je suis fatigué, je ne suis pas disposé à le faire, tu vas aussi avoir la liberté et la facilité de dire, OK, pas de souci, on en parle demain, tu me racontes dans le détail. Moi, je sais quand même, ma femme, on le fait souvent. Parfois, elle me pose une question, je dis oui, non. Elle me dit non, 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 le détail, le détail, le détail. Je dis, OK, OK, OK. Par exemple, quand c'est au téléphone, mais je suis en train de rentrer, elle dit non, je veux le détail.
détail maintenant. Je dis, mais je suis en train de rentrer. Là, je ne serais pas trop à l'aise de parler comme ça en route dans les transports et tout. Elle dit, OK. Donc là, je lui ai donné les grandes lignes. Quand je rentre, voilà, je donne aussi. Et ça peut se faire même lorsqu'on est aussi physiquement dans le même endroit. Je lui dis, OK, là, vraiment, je n'ai pas le temps, quoi. Accepte seulement que oui, ça s'est bien passé. Et plus tard, le soir, demain, je veux rentrer dans les détails. Vous voyez? Donc, on essaye de conjuguer comme ça. Chacun respecte aussi l'univers de l'autre, mais chacun essaie aussi de faire un pas pour entrer dans l'univers de l'autre et lui faire plaisir aussi. Et donc, du coup, Herman, je ne sais pas si ça répond à ta première question. Et ta deuxième question, si tu peux rappeler, s'il te plaît. D'accord, c'est déjà noté pour la première. La deuxième question, je parlais de quelqu'un qui n'aime pas quelque chose, voilà, mais qui a trouvé, qui est en couple avec quelqu'un qui aime cette chose-là. Je prends un exemple simple. Il y a des hommes qui aiment le naturel, mais il y a des femmes qui aiment être plus, elles sont à l'aise quand elles sont artificielles. Donc, de ces deux personnes-là, mais ils sont ensemble. Comment gérer cela, au fait? Parce que l'autre peut dire que ça dérange, l'autre, par contre, elle peut dire non, que elle, ça la dérange pas, mais ça ne lui dérange pas plutôt, mais du coup, ça peut créer un fossé dans la relation. Comment gérer ça, au fait? Exactement. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est une question qui... La question, elle est très pratique, ta question. Alors, cette question, elle fait intervenir pour moi deux points qui sont importants dans le couple et dans le mariage. Donc, le premier point, c'est... comment est-ce que je vais appeler ça? Le premier point, c'est essayer de... Enfin, le premier point, c'est plutôt... Je vais appeler ça quoi? Je vais dire... Comment est-ce que je vais... enfin, encourager la liberté dans le couple. C'est-à-dire, lorsqu'on se met en couple, effectivement, comme je l'ai dit au début, chacun vient vraiment avec ses... Alors, moi, je viens avec mes principes, l'autre vient avec ses principes aussi. Et généralement, personne donc, ne veut essayer de déroger à ses principes. Moi, c'est comme ça, l'autre aussi, c'est comme ça. Par contre, donc, lorsque je parle de la liberté, c'est qu'il faut aussi se dire effectivement qu'il ne faut pas que votre couple, vous voyez, soit un espace où une personne se sente privée, entre guillemets, de liberté. Alors, quand je dis liberté, effectivement, ici, là, ne prenons pas, je ne parle pas de libertinage et je vous fais ce que tu veux. Non, je dis parfois des petits trucs, c'est-à-dire, là, tu as parlé de ton exemple très concret. Moi, j'aime les femmes qui sont naturelles, l'autre, je ne vais pas forcément même dire superficielle parce que pour elle, dans son univers, elle n'est pas superficielle. Donc, l'autre, plutôt, voilà, n'aime pas forcément le naturel. Voilà, je vais dire ça comme ça pour ne pas être négatif dans mes propos. Si moi, je veux uniquement maintenir ce point-là et que l'autre aussi veut maintenir ce point-là, on est d'accord que ça va, il y aura des frictions. Et si je veux imposer l'autre, l'autre va se sentir comme si elle n'était pas libre, effectivement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que dans notre couple, qu'on puisse encourager la liberté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, donc ça, c'est un point qui va beaucoup concerner les hommes, c'est que si moi, j'estime, moi, en tant qu'homme, que j'aime ça, et que ma femme, elle n'aime pas ça. Mais que en faisant ce que moi j'aime ça, mais qu'en faisant ce que, si elle fait ce que moi je n'aime pas, hein, et que deux, en le faisant, ça ne l'éloigne pas de sa piété ou de sa relation avec le Seigneur. Donc moi qui suis entre guillemets, parce que je veux dire que je suis fort à ce niveau-là, donc selon la Bible, je suis fort. Et si je considère qu'elle est faible, donc, je vais simplement appliquer la parole qui dit que le fort puisse soutenir le faible et que le fort puisse accueillir le faible. Et là, c'est là où je revêt toute ma casquette, bien qu'imparfaite, de celui qui doit agir comme Christ, agir envers l'Église, qui l'accueille, qui la reçoit. Et donc, je dis ça pour chuter en disant qu'effectivement, il y a parfois des sujets qui fâchent où personne ne veut bouger. La première question que je dois me poser, c'est est-ce que ces sujets-là nous éloignent de notre piété, de notre communion personnelle avec notre Seigneur? Si c'est oui, alors à ce niveau-là, je peux rester ferme. Mais si c'est non et que c'est vraiment une sensibilité et que c'est
vraiment une sensibilité qui est entre guillemets peut-être moi, ma croyance ou ce que j'ai toujours cru, ce que j'ai toujours pensé. Là, à ce niveau-là, je peux me dire, OK, moi, je suis convaincu que je suis dans le vrai. Je suis convaincu que je suis le plus fort. Ben, du coup, la Bible te dit, toi qui es fort, accueille celui qui est faible. Parce que Christ ne l'a pas rejeté. Et si tu veux agir comme Christ, accueille-la. Et donc, tu montreras ta maturité et tu montreras ta ressemblance à Christ, parce qu'on est appelé à ressembler à Christ tous, mais le modèle plus est communiqué à nous les hommes. Donc, pour montrer ta ressemblance à Christ, le fait que tu accueilles, tu fais aussi passer un message. Et ta future conjointe, ta future épouse, trouvera mieux en toi cette image-là qu'on essaye de reproduire, nous les hommes, bien qu'imparfaits, de Christ envers son Église. Donc, au final, en matière de communication, surtout en termes de sensibilité, on va se rendre compte que, pour ceux qui m'ont bien suivi, fatalement, la personne qui est appelée à plus mourir, on doit tous mourir à nous-mêmes, hein, mais la personne qui est appelée à être un modèle de mort en soi, c'est nous les hommes. Parce qu'on est censé refléter Christ et la relation de Christ avec l'Église. Donc, voilà ce que je peux dire pour cette question, Herman. D'accord. Merci beaucoup, Richard. Voilà, je pense bien que nous avons fini. S'il y a plus Plus de questions. Super. voilà, on va mettre cette soirée. Je vois que Il y a plus de questions. Déborah, tu n'as pas de questions. Raphaëla, tu n'as pas de questions. Non, j'ai pas de questions. Non, non. En fait, les questions qui ont été déjà posées. Bon. OK. Il y a des questions qui me concernent, donc ça va. Moi non plus. D'accord. OK. Siao. Oui, voilà. On va prier. Grâce à Dieu. Voilà, on va dire merci au Seigneur Seigneur, pour ce message, pour ce temps d'enseignement. Reste pour Christopher. Si je peux arrêter le direct, on a fini. D'accord. Mais on Voilà. continue. On va prier dans l'enregistrement. Ça pose pas de problème. Non. D'accord. Donc, on va d'abord dire merci au Seigneur pour ce merveilleux enseignement. de nous aider à le mettre en pratique. Parce que il a dit ces 6 points. On parle forcément tous les 6 points qui restent. Ce sont quelques points qu'il a donnés pour qu'on puisse nous aussi réussir notre vie. Donc nous allons prier que Dieu nous aide à les mettre en pratique et bénir son nom. Ensemble, prions, vous pouvez ouvrir votre bénédiction. Ton nom, Seigneur, nous voulons te Amen. Merci pour cette connexion que ton serviteur a voulu partager avec nous. Merci parce que Dieu de gloire vient de nous aider à découvrir certaines clés pour que nous puissions réussir notre communication. Sans la communication, Père, les familles seront disloquées, dispersées, et l'ennemi se réjouira d'avoir détruit le cocon que toi-même tu t'es construit au travers de l'union d'Adam et Ève. Seigneur, nous voulons, Père éternel, bâtir des familles selon ton cœur. Et nous prions que, Père, ces éléments que ton serviteur a mentionnés et ces questions dont nous avons reçu des réponses, Père, puissent aider plus d'un éternel couple à vouloir rester, pourquoi pas vivre longtemps. Je prie, Roi de gloire, que notre vie, nos couples soient à l'image du Christ, car Christ a mis ces choses-là en nous et prend soin de nos ressentis avant même de nous affliger certaines peines, je peux dire certains fardeaux ou même certaines tentations, car aucune tentation ne peut survenir sur nous pour que cela soit au-delà de nos forces. Alors, Père éternel, nous bénissons ton nom pour ces enseignements. Nous allons prier, dire merci et
réclamer la grâce de Dieu sur sa vie, sur son couple, et que tout ce qui est challenge soit surpassé par la grâce de Dieu et qu'il puisse vaincre tout ce qui est domination, tout ce qui est challenge. Ensemble, bénissons le Seigneur pour son serviteur. Notre Père, nous bénissons ton nom pour la vie de Richard, ton serviteur. Je bénis ton nom également pour son épouse Armelle. Je bénis ton nom pour ses enfants. Je bénis ton nom pour ses entreprises, son ministère et ses activités. Veille sur lui. Seigneur, nous sommes appelés à être des vainqueurs, des modèles. Je prie que tu puisses bénir son couple, que Père éternel les armées, tel que plusieurs personnes qui le suivent le voient, Seigneur, que cela soit en réalité, que l'ennemi ne puisse l'atteindre, mais que sa vie, ses entreprises, sa famille, son mariage soient cachés entre les creux de tes mains. Je prie, Père éternel des armées, que tu veilles sur sa vie. Merci également, Seigneur, pour DSP. Merci pour notre premier responsable Christopher. Je prie que tu visites, Seigneur, la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes au terme de l'année 2022, dans quelques jours, dans quelques semaines. Je prie, Père éternel, que tu manifestes ta miséricorde, que tu manifestes ta grâce sur la vie de quelqu'un qui est en quête, qui est en recherche, ou même qui est déjà fiancé, Seigneur, qui a besoin de moyens pour concrétiser sa relation. Merci pour ce temps que nous avons passé. Veille sur nous, garde-nous dans les creux de tes mains et que, Père, demain soit favorable pour chacun d'entre nous. Merci, que ta gloire soit manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous avons Amen. disponibilité.